Oui, on a beaucoup parlé de sport cette année à cause des Jeux Olympiques de Paris et peut-être que certaines d'entre vous pensaient être enfin sortis de tout ça. Eh bien non, je reviens à la charge et je vais encore parler de sport. Et à cette occasion, là, pour les Jeux Olympiques, on s'est souvent interrogé sur la relation qu'il peut y avoir entre les Jeux Olympiques de l'Antiquité et les Jeux Olympiques modernes. J'ai été interrogé à plusieurs reprises par des journalistes qui voulaient absolument avoir des papiers à ce sujet. Je ne vais pas en parler maintenant, mais de toute façon, il n'y a pratiquement aucun point commun entre les Jeux Olympiques d'aujourd'hui et les Jeux Olympiques de l'Antiquité. On pourrait développer ça très longtemps, mais ça n'est pas mon sujet aujourd'hui. En revanche, si j'en viens au sport romain et au jeu du cirque, et à propos, les ludi circenses, on parle des Jeux olympiques, mais en réalité, le mot jeu n'aurait pas eu beaucoup de sens pour les Grecs qui parlaient d'agonès et pas du tout de jeu, c'est le terme latin. Si je viens donc au sport romain, au jeu du cirque, au ludi circenses et aux courses de chars, qui était la compétition la plus populaire, la plus célèbre, la plus importante, et même du point de vue chronologique, euh, on peut s'apercevoir en revanche qu'il y a des liens très forts avec le sport qui est aujourd'hui aussi le plus populaire dans le monde, à savoir le football. Et je vais essayer de vous montrer en quoi cette position ne relève pas d'un anachronisme facile, mais correspond véritablement à une réalité. Je vais d'abord vous présenter ça à partir du PowerPoint et puis j'en viendrai ensuite au texte de Pline le Jeune, à la lettre de Pline le Jeune, qui illustre assez bien certains des aspects que je vais développer d'abord. Alors vous avez sous les yeux, vous l'avez peut-être reconnu, c'est une image qui est tirée de Bénure et c'est assez intéressant parce que quand on voit et alors là aussi, ça pourrait faire l'objet d'une conférence. J'aimerais bien faire une conférence là-dessus, mais j'ai pas le temps. Là, quand on voit les difficultés, l'argent, les difficultés qu'on a eues, l'argent qu'on a dû dépenser, les moyens qu'on a dû mettre en œuvre pour réaliser la séquence de la course de chars dans Bénur, on se rend compte véritablement que déjà on avait affaire à du sport business et que pour les Romains, certaines des difficultés rencontrées existaient euh, déjà pour. Alors, pour résumer les choses, parce qu'on a quand même un temps qui est limité, j'ai mis l'accent sur quatre points, quatre critères en quelque sorte pour faire ressortir cette proximité entre les deux périodes et entre ces deux types de sport. Premier point, on a dit du football aujourd'hui qu'il était peut-être la seule passion planétaire de notre époque. Euh, eh bien, on pourrait dire exactement la même chose des courses de chars dans l'Antiquité et qui étaient présentes dans toutes les régions, qui étaient populaires dans toutes les régions, qui concernaient toutes les provinces donc, mais aussi toutes les générations et toutes les classes sociales. Et je pourrais vous citer là beaucoup de textes pour illustrer ça. Un seul point, par exemple, à propos des générations, on pense très rarement aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, mais en réalité, ils étaient très présents dans le cirque et ils étaient passionnés par les courses de chars. On en a quand même, même si les anciens ne mettent pas l'accent là-dessus particulièrement, on en a quelques exemples, et en particulier, il y a l'exemple de Néron, qu'on connaît par Suétone. Quand Néron était à l'école, un jour, il se fait réprimander par son maître parce que il était en train de bavarder et il parlait
de la dernière course de chars et des incidents qu'il y avait eu lors de la dernière course de chars à laquelle il avait assisté. Et pour s'excuser, il ment en disant que pas du tout, il parlait bien de chars, mais il parlait euh, de la guerre de Troie, et on faisait allusion à ça tout à l'heure, et du corps d'Hector traîné derrière un char. Et ce qui montre bien d'ailleurs que les humanités, la culture classique, ça peut toujours servir, même dans des cas que on n'imaginerait pas vraiment. Donc, véritablement, une passion planétaire et partagée par tout. Deuxièmement, un édifice de spectacle sportif absolument colossal. Euh, le Quercus Maximus de Rome avait une capacité minimum de 150 000 spectateurs. Et je rappelle à ce sujet que le Stade de France n'a une capacité que de 80 000 spectateurs. Pendant des siècles, le Grand Cirque à Rome est resté l'édifice le plus important de ce point de vue, jusqu'à une époque très récente, lorsque le stade Maracana de Rio a eu 200 000, une capacité de 200 000 spectateurs. Ça n'a pas duré très longtemps et aujourd'hui, il est revenu à 80 000 spectateurs. Donc ça en dit long sur ce qu'est cet édifice avec ses plus de 500 mètres de long, ses plus de 150 mètres de large. C'est quelque chose d'absolument colossal. Et le football aujourd'hui représente un peu l'équivalent avec ces grands stades, même s'ils sont moins grands, que nous connaissons un peu partout dans le monde et même, et pas seulement aux États-Unis évidemment, aussi en Europe d'ailleurs. Puisque je cite les États-Unis, pendant longtemps, on a dit, ah, planétaire certes, mais pas en Amérique du Nord. Or, vous le savez, aujourd'hui, depuis quelques années, l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, est aussi passionnée par ce qu'on appelle le soccer, et pas seulement par les sports les plus traditionnels aux États-Unis. Troisième point, et alors là, c'est les deux derniers points sont peut-être les plus importants, c'est le système d'organisation. Les Ludi Circenses, les courses de chars à Rome, reposaient sur l'existence de 4 entreprises de spectacle qu'on distinguait par leurs couleurs. Hein. Il y avait les rouges, les blancs, les bleus et les verts. Et on ne peut pas ne pas les comparer à nos grands clubs actuels. Alors je m'aperçois, comme disait quelqu'un, que j'ai laissé tomber le PowerPoint entre-temps. Pardon. Voilà, je voulais, je voulais quand même dire un mot des sports à Rome, parce que très souvent, on dit que les Romains ne sont pas sportifs parce qu'on les compare avec les Grecs. Et de ce point de vue, ils semblent être écrasés. En réalité, là encore, je développe pas ça, mais ils ont fait beaucoup de sports. Comment imaginer que les légionnaires romains, les citoyens romains, auraient pu conquérir le monde s'ils n'avaient pas été entraînés physiquement? On sait parfaitement qu'ils l'étaient. Je vous montre simplement un document. Il faudrait le commenter par ailleurs, on n'a pas le temps. Une mosaïque d'Ostie du deuxième siècle de notre ère avec des tas d'athlètes qui sont en fait là des professionnels. Donc, mais il y a quelque chose que je voulais vous montrer, c'est euh, une scène très curieuse là, au premier plan. Vous voyez, il y a deux boxeurs avec à gauche le vainqueur qui est jeune, il lève les bras en signe de victoire. Le plus vieux qui se plaint auprès de l'arbitre, hein, oui, montre d'avoir reçu un coup absolument défendu. L'arbitre a l'air de dire, écoutez, mon pauvre ami, l'arbitre, c'est l'arbitre, j'ai décidé, c'est fait. Euh, oui, c'est très bien qu'il y a un jeune et un vieux, puisque le vieux a la barbe, et curieusement, à cette époque, la barbe était un signe d'âge. Évidemment, on pourrait longuement discuter. Et puis au milieu, il y a une table de prix, là encore, avec un cerceau. Le cerceau, c'est un jeu
adulte dans l'Antiquité, des strygiles et un ballon. Et un ballon, et voilà. Regardez ce ballon. Alors là encore, ça mériterait des commentaires très longs. J'ai fait un article là-dessus avec un collègue chimiste à l'école parce que ça pose des problèmes. Mais en tout cas, on dirait vraiment un ballon. Si vraiment je voulais illustrer le titre que j'ai donné, là encore, ce ballon, on est vraiment dans un monde contemporain. Ce ballon gonflé d'air, ça s'appelait en latin, puisqu'on est entre latinistes et hellénistes. J'ai pas toujours l'occasion de le dire dans des conférences parce que bon, j'ai pas forcément affaire à des latinistes et à des hellénistes émérites comme aujourd'hui. Ça s'appelle un folis. F-O-2-L-I-S. Or, le folis, c'est ce qui a donné le mot folle, fou, folie. Là, un fou, c'est quelqu'un qui a la tête gonflée d'air. Eh bien, ça vient du ballon romain, le folis. Voilà quand même à quoi l'étude du sport romain peut servir de temps en temps. Alors, ah oui, oui, il se trouve que par ailleurs, je suis étruscologue. J'ai commencé surtout par faire de l'étrusque. Et quand je suis tombé sur ce ballon sur Internet, qui portait, c'était au moment de la Coupe du Monde de foot en Italie, qui s'appelle Etrusco, j'ai vraiment trouvé ça merveilleux. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher de le mettre. Désolé pour la publicité, pour cette marque qui est un peu en déclin aujourd'hui d'ailleurs. Alors, voilà, le grand cirque tel qu'il se présente aujourd'hui entre Palatin et Aventin. Et voilà la maquette du grand cirque, cet édifice colossal, comme je le disais à l'instant, avec quelques représentations sur des sarcophages et autres de courses de chars de diverses compétitions équestres que je ne développe pas. Il y a ce très belle stèle funéraire qui a été trouvée à Ostie. Il a encore mérité du point de vue de l'histoire de l'art des commentaires très intéressants, mais vous voyez un quadrige et avec le cocher qui a les guides noués autour de la taille, ce qui était une spécialité tout à fait étrusque puis romaine. Et alors, quelques documents pour montrer ce que je disais à l'instant, à savoir cette organisation en 4 couleurs. Vous voyez là, précédemment, je vous montrais une mosaïque qui est conservée à Lyon, la mosaïque du cirque de Lyon, évidemment très, très étonnante par beaucoup de côtés. Mais voilà, surtout, euh, ça, ce sont des panneaux, des emblémata, comme on dit, d'une mosaïque trouvée à Bacano, à 100 km au nord de Rome, qui vous montre les 4 cochers des 4 couleurs, des 4 factions, comme on disait, les bleus, les rouges, les blancs, enfin c'était les verts plutôt, les blancs et les bleus. Albata, Prasina, euh, Roussata, alors Albata, Prasina, Roussata, j'oublie la quatrième, là, hein, là, Albata, Prasina, Roussata, je ne retrouve pas la bleue. Alors, voilà. Et même quand il y a des mosaïques de fantaisie, comme à Piazza Armerina, vous voyez que les 4 couleurs sont représentées avec des chevaux, des montures euh, qui sont de couleurs différentes, qui représentent les 4 couleurs euh, des flamants roses, des perdrix, pour avoir les 4 couleurs du cirque. Terrible de ne pas trouver la quatrième, là, quand même, là, bon, bref.
Pardon. Voilà. Là, je reviens à la mosaïque de Lyon. Et vous voyez là, les blancs, Albati, qui franchissent la ligne d'arrivée en premier devant les rouges, les Roussati. Veneta. Veneta. Parce que c'est un, pour dire les bleus, c'est un adjectif qui pose un problème d'ailleurs qui n'est pas utilisé en temps normal pour désigner le. Quand même, bon, c'est être inquiet. Alors, ces quatre entreprises, ces quatre factions, ces quatre clubs, comme on dit aujourd'hui, les Bianconeri ou tout ce que vous voulez, les clubs qu'on désigne par les couleurs, les Canaries de Nantes, les Rossoneri, je ne veux pas faire, je ne veux pas me prononcer en faveur d'un club particulier. Euh, des budgets absolument colossaux, un personnel considérable, depuis les plus grandes stars, les cochers vainqueurs, jusqu'aux balayeurs, jusqu'aux gardiens des locaux, des locaux somptueux qui se trouvaient dans le Champ de Mars pour Rome, à Rome, dans la boucle du Tibre, et dont trois sont identifiés aujourd'hui archéologiquement parlant ou épigraphiquement parlant, des locaux qui pouvaient être somptueux à tel point que les empereurs, comme Caligula, fréquentaient les locaux en question. Des paris, des produits dérivés, comme on dirait aujourd'hui, en très grande quantité, qui devaient être vendus dans ces factions, et également, oui, et plus important, évidemment, les clubs de supporters qui étaient rattachés à chacune de ces factions. On disait la factio Roussata, l'équipe rouge, et il y avait les Roussatiani, qui étaient les supporters des rouges. Et on a trouvé un certain nombre de documents épigraphiques à, euh, à ce sujet. Oui. Là, on a vraiment des clubs. Des clubs, on ne peut pas les décrire autrement qu'en pensant aux plus grands clubs professionnels de foot en Angleterre, en Espagne, en Italie ou en France maintenant, avec le PSG. Et pour les budgets, c'est plutôt vers l'Espagne et vers l'Angleterre qu'il faut se tourner. Et dernier point, la star, qui est le conducteur, le cocher vainqueur, le cocher de quadrige, on verra tout à l'heure, qui gagne des sommes absolument fabuleuses, ce qui fait hurler les professeurs, les intellectuels, les poètes, qui n'en reviennent pas, comme Martial ou Juvénal, de tirer le diable par la queue, alors que ces personnages peuvent gagner des sommes considérables. On comprend très bien aujourd'hui comment certains réagissent devant les sommes absolument scandaleuses gagnées par Mbappé et d'autres. Une célébrité extraordinaire, un succès auprès des femmes qui rend évidemment tous les autres euh, jaloux, des statues de marbre, exactement comme certains des plus grands footballeurs aujourd'hui, Maradona et d'autres, peuvent avoir leur statue près des stades. Euh, et dernier point, parce que sinon j'en parlerai trop longtemps, dernier point qui, à mon avis, emporte tout, ces cochers étaient transférés d'une faction à une autre. Et on connaît par l'épigraphie, par les inscriptions, des exemples de cochers qui sont passés par 3 ou 4 factions. S'il y a quand même quelque chose qui correspond à ce que nous connaissons aujourd'hui et qui quand même, sans chercher les raisons, mais Rome était une mégapole d'1 million d'habitants et ça explique beaucoup de choses pour comprendre la mise en place d'un tel système. Eh bien, je crois que là, ça permet d'expliquer pas mal de choses. Voilà, une des factions se trouvait sous le palais Farnèse, auquel j'ai un certain
certaine nostalgie, euh, avec cette mosaïque représentant des cavaliers. Et par ailleurs, voilà quelques exemples de cochers vainqueurs, ici à Piazza Armerina. Voilà une statue en marbre, beaucoup bricolée, il faut bien le dire, conservée aujourd'hui au Vatican. Et cette mosaïque, euh, qui a été trouvée en Allemagne, à Trèves, qui représente, je ne sais pas si vous voyez le cocher de la faction rouge, conducteur de quadrige, qui s'appelle Polydouce, avec sa couronne, avec son fouet et sa palme, et ses 4 chevaux. Mais sur les 4 chevaux, vous voyez qu'en bas, il y a l'inscription Compressore à l'ablatif, et un cheval qui s'appelait Compressor, et c'était le cheval le plus important du quadrige, et le cocher partage cette célébrité avec son cheval. Polydouce, sous-entendu Wicked, a gagné grâce à Compressor. Et quand vous pensez au nom de Compressor, c'est le rouleau compresseur qui dévorait la piste et qui lui a permis de l'emporter. Alors, je crois que c'était la dernière. Alors, euh, Jean, non, c'est pas la dernière, j'espère que non. Euh, elle est, ah ben ça va être un exercice pour les latinistes. Tiens, en fait, il manque le début et la fin de chaque ligne, bien que j'ai interrogé tous les meilleurs latinistes que je connais ici là pour les. Alors, voilà cette lettre de Pline le Jeune euh, qui mérite d'être regardée de près parce que elle renvoie à toute une série de ces divers points que j'ai mis en lumière tout à l'heure. Donc, omne hoc tempus, tout ce temps-ci, écrit Pline le Jeune dans cette lettre, euh, transmisi, je l'ai passé, inter pugilares ac libellos, parmi mes tablettes et mes petits livres, Jucundissima quiete, dans le plus délicieux repos. Comment, dis-tu, as-tu pu faire ça dans la ville? Circenses erat, c'était les jeux du ciel. Vous voyez, donc, euh, la ville est calme, la ville est en partie déserte, parce que tous les Romains sont partis au grand cirque assister à des courses de chars. Moi, ça m'a toujours fait penser, cette lettre, au film de Ettore Escola, Une journée particulière, un film de 1977, où évidemment, c'est pas les gens sont pas partis pour voir une course de chars, c'est au moment de la visite de Hitler en 1938 à Rome, avec Mussolini, ils sont pratiquement obligés d'y aller, mais la ville est vide et seuls les marginaux restent encore dans la ville. Alors évidemment, la ville n'est pas entièrement vide. Juvénal disait tota Roma. Quand il y a des jeux du cirque, tout Rome est au cirque. Évidemment, c'est une exagération, c'est caricatural, mais une grande partie des Romains y allaient et la ville devenait véritablement calme à ce moment. C'était les jeux du cirque et il ajoute quo genere spectaculi ne levissime quidem teneor, spectacle par lequel je ne suis tenu, même légèrement, à aucun degré, genre de spectacle qui ne me séduit à aucun degré. Alors là, on a exactement l'attitude de l'intellectuel type, disant non, très peu pour moi, euh, de ces spectacles populaires. On retrouve vraiment là des attitudes qui sont. Je peux vous dire que quand j'ai commencé à dire que j'allais travailler sur le sport, j'ai entendu ce genre de réflexion plus qu'à plus qu'à mon tour. Mais comment, franchement, vous pourriez faire des choses plus intéressantes et un peu plus philosophiques que vous intéresser au sport, on trouvera mieux
si vous voulez faire ça. Comme je dis, heureusement, j'étais étruscologue et donc, dans certains cas, je répondais, je travaille sur la civilisation et la langue étrusque. Et puis, dans d'autres cas, selon le public, j'avouais que je m'intéressais un tout petit peu aussi. Alors, nil novum, nil varium, nil quod non semel spectace sufficiat, rien de nouveau, rien de varié là-dedans, rien qu'il ne suffise d'avoir vu une fois, qu'au magis mirror, et je m'étonne d'autant plus que tant de milliers d'hommes puissent voir de façon si puérile et si longtemps désirer voir currentes equos insistentes curribus homines, voir des chevaux en train de courir et des hommes debout sur des chars. Et de fait, les cochers étaient debout sur des chars avec les guides qui étaient noués autour de la table. Si cependant, si t'amènes aut velocitate quorum aut hominum arte traiantus, ils étaient entraînés soit par la rapidité des chevaux, soit par la technique des hommes, chiasme. Alors je passe là-dessus parce qu'il y a une avalanche, littéralement, Pline le Jeune est un rhéteur, une avalanche de chiasmes et de figures de style dans cette lettre. Alors, si encore il s'intéressait soit à la rapidité des chevaux, soit à la technique de leur char, soit à la technique des concurrents, pardon, ce goût, il y aurait quelques raisons de l'admettre, mais en réalité, fauent panum amant, à la fois symétrie et chiasme, ce qu'ils aiment. Alors, fauent, ils favorisent, ils sont supporters. Alors, faueo, c'est le verbe qui veut dire être supporter de. Les fautores, ce sont les supporters. Ils sont supporters panneaux, alors, le vêtement, mais on dit pour les cochers la casaque, hein, c'est la casaque. Panum amant, c'est la casaque qu'ils aiment, c'est-à-dire la couleur. Et alors, vous voyez, après, c'est très caractéristique. Si au beau milieu de la compétition, la première couleur passait au second cocher et la seconde au premier, leur passion de supporter sera aussi transférée et tout à coup, les fameux, les fameux agitatores, alors agitatores, ce sont non pas simplement les cochers, mais les conducteurs de quadrige. C'est le terme technique pour les conducteurs de quadrige, c'est-à-dire les joueurs de Ligue 1, si vous voulez, hein, de première division. Les cochers en dessous, on les appelle les auriges, simplement, un aurigae. On devient agitator quand on conduit des quadriges. Donc, les fameux chevaux, les fameux cochers de quadrige et les fameux chevaux qu'ils ont l'habitude de reconnaître, noscitantes, de reconnaître de loin, dont ils acclament les noms, encore un chiasme, et bien dont ils crient les noms, relinquent, ils les laisseraient, ils les laisseraient de côté. Ils seraient plantés là. Alors ça, là, je ne peux pas le développer, mais le fait qu'il y ait un changement éventuel, pas au milieu de la course, mais au milieu des jeux, où des cochers rouges pourraient conduire un char vert, ou un cocher vert pourrait conduire un char rouge, ça a dû exister de fait, et c'est un des seuls cas où on a cette référence littéraire. À Byzance, c'était très fréquent. À Constantinople, on connaît très bien ça. Mais ça a sans doute existé déjà sous la République romaine. Et là, dans l'espèce de portrait un peu méprisant que fait Pline, on le retrouve. Et ce qui est intéressant avec les auteurs latins, c'est que même quand ils n'aiment pas les sports, eh bien, ils nous donnent des indications d'une précision tout à fait remarquable sur les sports. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs articles sur des auteurs latins en reprenant les termes qu'ils employaient et qui montraient qu'ils les connaissaient très bien et qu'ils connaissaient très bien les réalités du cirque.
Alors, une telle faveur, une telle auctoritas, un tel poids accordé à une misérable tunique, on les trouve non seulement, bon là je passe plus vite, dans la foule plus misérable encore que la tunique, on voit très bien ce que représente l'île jeune, mais même chez certains hommes sérieux. Apud quousdam graves homines. Graves. Or, la gravitas, c'est vraiment la qualité par excellence de l'homme romain. Comment un homme gravis pourrait-il se livrer à des comportements de supporter? Il ne comprend rien à ce que peut être un supporter. Et c'est là où c'est intéressant. Il ne comprend rien à ce que peut être un supporter. Et il imagine que les spectateurs qui vont au foot s'intéressent surtout à la technique des footballeurs. Mais non, ils s'intéressent au maillot de leur équipe, ils s'intéressent à leur équipe. Et même si elle joue plus mal et si elle l'emporte, ils sont contents. Et il n'a absolument pas la moindre compréhension de la psychologie d'un supporter. Mais ça montre très bien en même temps ce qu'est un supporter déjà dans l'Antiquité romaine. Alors, quand je pense que c'est ce spectacle, alors là, on a toute une série de... Là encore, bon, on va étudier ça du point de vue rhétorique. In re inani frigida la syndèle ad sidua et decidere tam initiabilitaire, qu'ils restent assis, cloués sur leur siège devant un spectacle futile, fade, monotone, en n'étant jamais rassasiés. Eh bien, là encore, il termine sur un dernier trait rhétorique, capio aliquam voluptatem, quod ac voluptate non capior, je prends quelque plaisir à ne pas être pris par ce plaisir moi-même. Symétrie, chiasme, on a tout le défilé de ce que peut faire un rhéteur à cette époque. Voilà en tout cas ce qu'est un intellectuel romain, comme il existe encore, de moins en moins certes, des intellectuels à notre époque, qui, ne, qui connaissent les jeux du cirque, mais qui ne comprennent pas ce qu'est la passion d'un supporter tel que ça peut encore exister aujourd'hui. C'est pas parce que Mbappé est transféré au Real Madrid que ses anciens admirateurs deviennent des supporters euh, du Real Madrid. Ils restent des supporters du PSG. Et je pourrais vous dire la même chose à propos de l'Olympique lyonnais, puisque moi, je suis supporter de l'Olympique lyonnais. Mais ça est une autre affaire. Je vous remercie.